Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver sur un nouveau podcast de la chaîne YouTube sur Monujo. On est ravis de votre présence et à chaque fois de votre écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va concerner des millions de Français dans les années à venir et peut-être vous directement, le sujet de la grande transmission. Pour vous donner une idée, d'ici 2040, ce sont près de 9 000 milliards d'euros de patrimoine qui vont changer de main. Actuellement, chaque année, c'est environ 650 000 successions et bientôt, ce sera 800 000 successions par an. Et dans tout ça, une grande partie, c'est quoi? C'est de l'immobilier. Vous savez que c'est notre sujet passion. Et dans cet immobilier, il y a quoi? Il y a des maisons, des appartements, mais aussi parfois des immeubles. Pourquoi pas des terrains, des locaux commerciaux, des locaux professionnels, des actifs qui peuvent être complexes à gérer quand on en hérite. Alors concrètement, comment ça se passe quand on reçoit un patrimoine immobilier? Par où on commence? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment bien s'entourer pour ne pas se retrouver seul face à des décisions importantes? Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir Régis. Bienvenue sur Monujo. Merci. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être que tu nous expliques quel est ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait auparavant avant de monter la société? D'ailleurs, ta société, elle s'appelle Initium AM. Tu nous diras un peu ce que ça veut dire. Et puis après que tu nous expliques quelle est finalement l'expertise, le métier d'Initium et comment tu l'appliques. Alors effectivement, Initium, c'est une structure, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est une direction immobilière externalisée, ou autrement dit, une caisse à outils immobilière qui va essayer d'offrir du temps, de la compétence et de la méthode. Donc, ça va s'adresser à des structures, des institutionnels, des particuliers, des fondations, des associations, des mairies, peu importe, toutes les entités qui vont en fait être confrontées à une problématique immobilière liée à la détention d'un patrimoine, à son achat, à sa vente, à sa gestion. Toi, tu aimes bien finalement quand tu dis la problématique immobilière, moi je trouve ça assez intéressant parce que en France, on a un peu la martingale de croire que l'immobilier c'est toujours facile. Ouais. Et en fait, toi, tu es un peu celui qui voit les problèmes dans l'immobilier, c'est ça? Alors, on va en reparler, ça dépend aussi de la nature de l'actif, mais effectivement, on peut avoir tendance à se dire, les gens sont souvent confrontés à l'immobilier en achetant leur résidence principale, par exemple, et ils peuvent se dire, bon, j'ai réussi à acheter, ça s'est très bien passé. Je connais l'immobilier. On verra après qu'il y a des biens plus ou moins complexes et qui nécessitent plus ou moins de technicité et d'attention. Ok. Donc, on a compris que ça s'adressait finalement à peu près à tout le monde, voilà, avec des problématiques, comme tu as dit, à l'achat, à la vente, à la transmission. Sur les métiers que tu effectues au sein d'Initium, j'ai l'impression que voilà, il y en a vraiment plusieurs et c'est en fonction des natures des missions, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de répondre à la problématique dont on parlait du client. Donc, généralement, les professionnels et les institutionnels, eux, consultent pour piloter une mission. Ça peut être, par exemple, diriger une découpe d'un programme d'habitation. Ça peut être conduire une campagne d'expertise immobilière, par exemple. On apporte la main-d'œuvre et la compétence qui peut manquer ponctuellement dans une société. Plus généralement, que ce soit pour les institutionnels ou les particuliers ou autres, c'est des missions d'audit, pré-vente, pré-acquisition, des missions de conseil qui répondent à une question particulière que peut se poser un client. Sur l'audit, c'est une question moi, je pense que c'est important de le rappeler. Pourquoi c'est important de faire un audit et de faire un audit quelque part avec un professionnel comme toi, plutôt que de se dire, OK, finalement, je vais demander à l'agent immobilier du coin et puis voir un peu ce qui va me sortir. Alors, ça dépend de l'actif dont on parle et de son contexte. Si on achète une résidence principale, secondaire, une maison ou un appartement qui ne sont pas loués déjà, effectivement, ça devrait suffire avec un bon notaire qui va vérifier les pièces nécessaires et l'aspect juridique, technique des choses. Ça conviendra. En revanche, si on arrive sur des biens dits plus complexes, là, effectivement, il faut réussir à constituer une équipe qui là aussi vont répondre à chaque besoin du dossier et ça peut devenir assez pointu en effet. Donc il faut franchement se faire accompagner. Ouais, voilà. Et quelque part, en fait, finalement, quand tu dis, tu as souligné le fait d'être accompagné par un bon notaire
qui va étudier les sujets, etc. Donc ça, c'est bon. Alors moi, c'est moi qui le dis, hein, mais c'est très important, auditeur, quand à qui je m'adresse. Votre actif immobilier, forcément, il y a des spécificités et les notaires, ils n'ont pas beaucoup de temps d'étudier tout ça. Donc, il faut par moment peut-être prendre un peu de la matière grise et de la compétence un peu ailleurs pour améliorer finalement son appréciation du bien. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, outre les missions auxquelles on répond, c'est de constituer une équipe, de packager une équipe de façon à ce que le client, quand il vient nous voir, il soit aussi bien équipé qu'un professionnel et qui puisse répondre à tous les sujets liés à son dossier. Donc c'est vrai que le notaire, par exemple, c'est un choix que parfois on oriente. Le notaire, dans l'esprit des gens, c'est quelqu'un qui passe un acte, qui prend des honoraires, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Bon. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Effectivement, il contribue à la sécurité de la propriété immobilière, mais avant de passer son acte, il va l'instruire de manière extrêmement précise et sur le plan juridique et fiscal et tout un champ de compétences. Et ensuite, il va défendre les intérêts du client. Et ça, on ne sait pas, on l'oublie. Il va négocier avec un notaire qui est en face et il va vraiment représenter vos intérêts. C'est vrai pour le notaire, mais c'est vrai si, par exemple, on a une problématique de travaux, il faut faire des audits, il va falloir comprendre quelle est la force ou la faiblesse d'un bien. C'est vrai s'il faut faire une expertise immobilière, il va falloir choisir le bon expert. Bon, et à la fin, il va falloir auditer tous ces champs d'investigation. Et on essaye de nous en faire la synthèse, de piloter ces équipes et d'amener également notre analyse des dossiers. Ouais, donc quelque part, tu es un peu un chef d'orchestre, un chef d'orchestre immobilier. Exactement, voilà. Exactement, de façon à ce qu'on soit l'interlocuteur unique du client ou de la personne qui nous sollicite. Donc, ce que tu disais, alors, donc sur les missions pilotage pour les institutionnels, conseil stratégique pour un particulier, il y a des audits patrimoniaux immobiliers. Tu as des exemples un peu là-dessus à nous partager? Oui, des audits. Alors, oui, tu parlais d'audits tout à l'heure. C'est par exemple une famille qui avait à la base des terrains agricoles, qui s'est retrouvée dans un milieu qui finalement a été urbanisé progressivement. Ça, c'est une famille que tu as accompagnée, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui m'avait été amené par son family office, parce qu'on travaille beaucoup de concert avec les conseils habituels des familles. Hein. C'est le notaire, le banquier privé, le family office, le CGP, le fiscaliste, le comptable. Qui délègue en fait l'analyse de la partie du portefeuille qui est consacrée à l'immobilier. Et donc, par exemple, cette famille avait donc des terrains agricoles qui ont été, avec l'urbanisation croissante, rendus constructibles. Bon, ils ont eu la vista, ils ont construit un parc d'activités commerciales, donc ce qu'on appelle des boîtes à chaussures commerciales, Decathlon, Darty, Feu Vert, tout ça. Un gros truc, qui était géré par la comptable de la famille qui avait une exploitation viticole. Autant dire qu'ils avaient une grosse machine, mais ils n'étaient pas équipés pour gérer de manière précise à travers le temps. Et bon, ils avancent en âge, ils se disent qu'il va falloir commencer à préparer la succession de tout ça. Et ils ont senti, avec les bons conseils de leur banquier, qu'il fallait préparer un audit de façon à savoir où en était leur actif, est-ce qu'il était bien tenu sur le plan réglementaire, est-ce que les loyers étaient bien actualisés, est-ce que les surfaces étaient à jour, est-ce que les permis, les autorisations administratives de type CDEC et autres. Et en réalité, on est intervenu 6 mois pour mettre ce dossier d'aplomb, savoir précisément quelles étaient ses forces, ses faiblesses. De là, on sait à peu près ce qu'il peut valoir et comment opérer. C'est-à-dire qu'ensuite, la famille sait ce dont elle dispose et elle peut, selon ses besoins et ses envies, prendre une décision éclairée. Ouais, voilà, c'est ça en fait quelque part. C'est ce que ce que tu viens de dire, c'est super important parce qu'en fait quelque part, avant de commencer à vendre un actif immobilier, c'est très important qu'on sache ce qu'on a dedans. Exactement. Et ce qu'on a dedans, c'est pas juste savoir quel est le nom de son locataire. C'est tous les aspects que tu as évoqués. Exactement. Et est-ce que finalement, quelque part, est-ce que tu pourrais dire un peu de combien tu as maximisé la valeur? Tu as augmenté finalement combien la valeur? Peut-être 30%, 40%? Oui, c'est pas tant ça, c'est que si on fait pas ce travail, des fois, sans le faire, ça peut se passer avec un peu de chance. On se fait un peu tordre le bras en égo par justement s'il y a un bon notaire de l'autre côté et des bons auditeurs, ils vont identifier les faiblesses du dossier.
Mais ça peut aller au-delà, c'est-à-dire que on a eu le cas l'an dernier d'un sujet, un terrain à bâtir, et en l'auditant, on a trouvé une servitude qui datait d'un règlement de lotissement d'il y a 100 ans, et qui faisait qu'en fait, ce terrain à bâtir sur lequel on devait faire un immeuble ne pouvait pas accueillir d'immeuble. Donc en réalité, c'est même pas une question de plus-value, c'est qu'on a refermé le dossier, le terrain n'était pas adapté au projet qui avait été d'ailleurs imaginé et qui avait fait l'objet d'un permis de construire. Voilà. Permis de construire qui avait été validé du coup par la mairie. Parce que donc ça veut dire que la mairie, elle avait validé un permis de construire sur sur un bien sur lequel il y avait une servitude. Exactement, mais parce que la mairie, elle instruit sur la base du règlement, enfin de l'urbanisme. D'accord. Et en réalité, la servitude était d'ordre privé. D'ordre privé, d'accord, ok. Sauf qu'en fait, donc ça passait complètement à la trappe. On s'est penché sur le dossier avec le notaire. On a relu, on est allé chercher, exhumer les anciens titres sur plusieurs décennies. On a trouvé cette servitude et en reconstituant l'historique du terrain, on a compris que cette servitude était toujours active. Elle était lancée comme ça à travers la nature et elle perdure. Et ça montre à quel point c'est vraiment super important de préparer vraiment d'avoir une connaissance de son immobilier, et parce qu'en fait, comme on dit toujours, hein, le diable est dans le détail. Mais alors en gestion de patrimoine, on dit souvent le diable est dans le détail, mais en immobilier, c'est encore plus vrai finalement. Parce que c'est un actif vivant. Le temps, effectivement. Et ce cas-là, il est frappant. C'est-à-dire qu'en réalité, ce terrain, ils ne pourront pas le vendre, en tout cas pas comme ça. Voilà. Ou alors ils le vendront à des gens qui ne le verront pas. Mais ou alors il faudra leur dire. Il faudra surtout leur dire. Non, parce qu'en fait, personne ne prendra le risque de l'acheter, de passer les actes sur un immeuble, sur les appartements. Ok, intéressant. Donc, bon, ça, c'est un premier exemple. Peut-être que tu nous en donneras un peu après. Donc, tu as parlé de le fait d'avoir une équipe dédiée. Oui. Donc, toi, tu es un peu le chef d'orchestre. Oui. C'est quoi un peu finalement les bonnes équipes autour de toi dans ton quotidien? Bon, on en a parlé déjà, le notaire, c'est vraiment très, très important parce qu'il va m'assister avec son champ de compétences dans l'analyse du dossier et aussi dans la négociation des intérêts du client. Après, ça peut être des auditeurs techniques, des gens qui suivent des travaux. C'est pareil, savoir auditer si l'actif a des lacunes, si je sais pas, il est pollué, s'il ne respecte pas les normes, le code du travail. De là, automatiquement, on sait qu'on a soit des actions correctives à mener, soit que la valeur va être dégradée et la négociation plus difficile. Donc, quelque part, ce que tu es en train de dire, finalement, tout ce travail en amont, il te permet d'avoir un peu des réponses face aux acheteurs potentiels qui vont arriver et dire, bah, en fait, il y a telle problématique. En fait, quelque part, tu leur as déjà dit, et comme ça, il n'y aura pas de négo possible finalement. C'est un peu ça la tactique. Ça va même en amont de ça, c'est-à-dire que on explique après aux clients, fort de l'analyse de l'audit, quelles sont les forces et faiblesses du dossier. Et souvent, il faut lui expliquer que le prix auquel il pensait n'est peut-être pas complètement justifié parce qu'on a découvert des choses. Et nous, ça nous aide ensuite à savoir à qui s'adressera ce bien. Parce que les investisseurs, si tant est qu'on parle d'un produit qui leur correspond, ils ont des stratégies. Il y en a qui aiment les actifs sans problème, avec un flux financier sécurisé. D'autres qui cherchent les problèmes pour créer de la valeur. Donc, selon l'analyse, on va voir si le produit il est plutôt stable, solide, ou si c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Et donc, les cibles ne seront pas les mêmes. On ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Et puis, il est évident qu'il vaut mieux découvrir les sujets en amont, parce que si on a le temps et que c'est rattrapable, on va mener des actions correctives avant d'aller sur le marché. Ou alors, si on ne peut pas ou si on ne veut pas, au moins on saura les encadrer. Les appréhender, les encadrer. Et je dis n'importe quoi, mais je prends un exemple. Si par exemple, on a quelque chose qui nous fait une perte de valeur de 100, alors que l'acheteur nous dit oh là, ça vaut 1000, on va lui dire non. On sait qu'il y a un problème, mais c'est 100, c'est pas 1000. Ouais, donc quelque part, ça te permet d'être bien armé et d'avoir une bonne... solide, on sait combien ça vaut et à qui ça s'adresse. Donc, on a parlé des experts qu'on a autour de nous. Tu as évoqué en premier le notaire. Il faut qui d'autre autour de soi? Ça dépend du sujet. Le notaire est effectivement incontournable. Ça peut être... on peut avoir des besoins d'expertise assez souvent pour différentes raisons. Alors, on peut se dire un expert, c'est un expert. Alors, c'est peut-être important qu'on le rappelle en 2 secondes. C'est quoi la différence entre une expertise et une estimation? Parce que je pense qu'en France, il y a une vraie problématique de compréhension, alors que c'est super important de comprendre la différence entre les deux.
C'est une affaire essentiellement de responsabilité civile professionnelle. L'expert immobilier, il en a une pour exercer ce métier qui n'est pas encadré autrement que qui est finalement pas juridiquement encadré. En revanche, il peut être poursuivi si son expertise ne correspond pas à la réalité du marché et si ça cause un préjudice à la personne qui a commandité l'expertise. L'avis estimatif, pour l'instant, il est gratuit, commence à être payant. Il n'engage pas normalement son auteur. Et d'ailleurs, souvent, les avis estimatifs faits par les agents immobiliers expliquent bien que ça ne peut pas servir pour, dans le cas d'une transmission de déclaration IFI ou quoi que ce soit. Après, le jeu, c'est toujours le même, c'est-à-dire c'est trouver la valeur du bien. Il y a une science exacte, mais on arrive souvent à estimer les choses à plus ou moins 10%, et idéalement à plus ou moins 5%. Et deuxième élément important, apprécier la liquidité et l'adéquation du bien dans son marché. Ça, il ne s'agit pas de dire ça vaut tant, il faut savoir dire ça vaut tant dans le marché, que ce soit une phase de marché. On voit par exemple que depuis quelques années, le marché immobilier souffre davantage. Il a connu des années plus florissantes qu'actuellement. Et il faut comprendre également, donc, ce que je disais, l'adéquation du bien avec son marché. Je prends un exemple, un appartement. On doit pricer cet appartement. On voit sur le secteur, une ville, en moyenne, les prix sont de 4 000 € du mètre. On se dit, chouette, je sais où je vais. Sauf que le deuxième élément important pour étudier le marché, c'est que sur cette ville, les appartements font généralement entre 70 et 80 mètres carrés. Donc, hein, on fait la multiplication. Dans le cas présent qui nous est soumis et qui fait l'objet d'expertise, l'appartement, il fait 200 mètres carrés, admettons. Donc, on n'est plus dans le marché. Donc, on ne va pas pouvoir faire 70 fois 200 parce que ça ne va pas correspondre à la réalité. La clientèle ne va pas être là. Il va falloir aménager ce 4 000 € par mètre carré. C'est vrai pour un appartement, c'est vrai pour une plateforme logistique, par exemple. C'est un produit qui est très recherché par les investisseurs. Selon l'endroit où elle se situe, même si elle a un bail ferme avec un flux sécurisé, elle va facilement se vendre, pas facilement se vendre. Ouais, donc quelque part, finalement, ça montre bien à quel point le métier d'expert immobilier, il est difficile, il est précis, il y a j'allais dire, une ribambelle de composantes qui sont très importantes et qui permettent de donner une valeur, en tout cas de s'approcher d'une valeur. Oui, là, c'est pas comme une action où on a un prix spot toutes les secondes qui sort. Là, il faut effectivement avoir plein de paramètres. Alors, outre la difficulté du métier de l'expertise, il faut également choisir l'expert adapté à la situation. Il ne s'agit pas de... Parce que tu as des experts qui sont spécialisés dans certaines thématiques, c'est ça? Exactement. Déjà, ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on attend de l'expertise? Notamment, est-ce qu'il va y avoir un contentieux fiscal ou familial? Quelqu'un en prendra peut-être un expert judiciaire. Est-ce que on doit expertiser un centre commercial, un immeuble de bureau ou un plateau de bureau, un appartement, un château, un golf? Chacun a son domaine. Ouais, un hôtel. Exactement. Et ils ont chacun leur référence. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à en faire plus ou moins de chaque typologie. Et donc, ce qu'il leur faut, c'est des références et une connaissance du marché. Et donc, du coup, en fait, en sous-entendant ça, ce que tu es en train de dire, finalement, vu que toi, tu étais ancien expert, quelque part, tu as un peu les connexions avec les différents, j'allais dire, experts, que ce soit un expert spécialisé dans le commerce. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Et l'idée, c'est effectivement à chaque fois d'apporter, quand le besoin est sur un dossier, d'apporter le bon prestataire, le plus adapté. C'est vrai pour un avocat. Il ne s'agit pas de dire on a besoin d'un avocat. Est-ce que c'est un avocat en urbanisme? Est-ce que c'est un avocat en beaux commerciaux? Est-ce que c'est donc quelque part. C'est d'apporter cet environnement de façon à ce qu'on ait la solution packagée pour le client et qui nous garde, nous, comme seul interlocuteur. Ouais, vraiment, finalement, l'image du chef d'orchestre a vraiment à l'image d'un chef d'orchestre de musique classique qui va se dire, OK, je vais jouer, je sais pas, une symphonie de Beethoven. Il va avoir un ensemble qui va être précis avec certains musiciens. Et toi, en fait, ton job, c'est vraiment à chaque finalement partition que tu as envie de jouer avec tes clients, de pouvoir avoir les bons intervenants. Voilà. Tu as évoqué aussi, il y a des auditeurs techniques et puis AMO, c'est ça aussi potentiellement? Oui, c'est très important parce que l'aspect respect des normes, code du travail et autres, ça peut
complètement détruire la valeur d'un actif. Alors pourquoi code du travail? Parce que ça, je pense que les auditeurs vont être interpellés. Pourquoi on se pose la question du code du travail pour de l'immobilier? Alors, ça parle donc, ça concerne les biens professionnels. Imaginons un immeuble de bureau à Paris, un bel immeuble haussmannien, il fait, je sais pas, 1 millier de mètres carrés, et il n'a qu'un seul escalier. Ça pouvait se faire avant, parce qu'à l'origine, c'était des immeubles d'habitation, tu avais un ascenseur, un escalier autour. On se dit, tout va bien, sauf qu'en réalité, réglementairement, selon la taille de l'escalier, et s'il n'y en a qu'un, encore une fois, la capacité d'accueil de cet immeuble, c'est 19 personnes. 19 personnes pour 1000 mètres carrés. Voilà. Donc, on a un problème réglementaire, sécuritaire, qui fait qu'en réalité, si on loue comme ça sans réfléchir à plusieurs sociétés et que là-dedans, il y a 50, 60, 100 personnes, si un jour ça prend feu, ça se passe mal, c'est du pénal. Bon. Pour parler du code du travail, il faut par exemple qu'on ait des fenêtres, normalement, que ce soit éclairé par la lumière naturelle. Il faut qu'il y ait des sanitaires, il faut qu'il y ait des issues de secours pour penser aux personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a tout un tas de normes à respecter. Donc si on n'est pas conscient de ça, en fait, on prend un risque. On prend un risque qui peut être pénal, effectivement, et qui peut être problématique au moment d'une vente également. Ouais, donc ça montre à quel point, oui, donc finalement il y a le fait dans le daily, dans le quotidien, de se dire potentiellement il y a un pépin sur mon immeuble, qu'est-ce qui se passe? Et puis le jour où je vends, en fait, si je suis avec un investisseur en face qui est peut-être bien accompagné par toi, tu vas regarder et ça va faire partie de la checklist des éléments à contrôler. Ok. Ok, donc ça c'est l'auditeur technique. Et puis sur l'AMO, en cas de travaux, ça c'est quoi un peu? Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as réalisées? Sur la détention au long cours, c'est vrai que les travaux, c'est un énorme sujet sur les patrimoines. En fait, les travaux, c'est beaucoup d'argent, c'est un investissement conséquent. Les gens la plupart du temps ne le font pas, cet investissement. Ce qui se retrouve finalement dans la valeur après, dans la revente. C'est même une impasse complète. En fait, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que les gens ont eu un patrimoine de leurs parents, grands-parents. À l'époque, ça a été construit ou acheté dans un état parfait. Pendant des décennies, on loue ce bien immobilier sans réinvestir dedans, très peu. Et puis, prenons l'exemple d'un immeuble d'habitation. Un jour, on commence à faire, au départ d'un locataire, un diagnostic de performance énergétique. Il ressort en G. Bon. Puis, on fait un deuxième, troisième, au gré des libérations. Et puis, on s'aperçoit qu'on a plein de DPE en G, parce que tout l'immeuble a les mêmes fenêtres et la même chaudière, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut plus relouer. Oui, parce qu'un jour, il y a un texte de loi qui dit, au fait, on est DPE en G, on peut plus louer. Donc, on a la courbe des loyers qui fait ça, alors que la courbe des travaux, elle est déjà à son maximum. Et les travaux, donc comme on l'a dit, c'est beaucoup d'argent. Il faut auditer justement l'état du bâtiment pour savoir ce qu'on a à faire. Il faut voir par exemple la chaudière, ce qu'il faut en faire, combien on gagnera de classe dans le DPE si on la change. Ensuite, il faut concevoir ces travaux, il faut un architecte. Après, il faut suivre le chantier, donc l'AMO qui va vous représenter, sauf si vous voulez vous y coller. Enfin, il faut avoir les compétences et le temps, là aussi. Et ça peut, là aussi, poser des problématiques d'organisation locative, parce que ces travaux peuvent nécessiter de déplacer des locataires au sein de l'immeuble. Bref, c'est tout un bazar. Et en réalité, ce qu'on observe, c'est que... Les gens ne le font pas, finalement. Même quand ils ont, entre guillemets, un simple studio qui ressort en G, ils vendent pour ne pas faire les travaux. Et donc, a fortiori pour un immeuble. Ouais, donc du coup, ça détruit la valeur. Ça détruit la valeur, ça les met dans l'impasse et effectivement, ça peut créer des discussions parce que les gens ont en tête une valeur de l'actif historique qui n'est plus vraie aujourd'hui. Ok, intéressant. Bon, on a compris qu'en tout cas, qu'il y avait une ribambelle d'acteurs, le notaire qui joue finalement un rôle central, sécurisation juridique, défense des intérêts, l'avocat, l'expert, le géomètre, l'auditeur technique et l'AMO. Bon, finalement, on a l'équipe. Maintenant, il y a cette problématique qui est en train d'arriver à la vitesse grand V.
qui est cette problématique de la grande transmission, avec finalement, j'allais dire, la génération des baby-boomers de 45 à 64 qui vont progressivement venir à disparaître. Et finalement, on a un début de phénomène qui a été assez décrit récemment dans la presse, où on voit que voilà, on est dans cette dynamique-là. C'est un sujet que tu étudies régulièrement? Bah oui, on voit les premiers dossiers arriver depuis à peu près 1 an, qui illustrent ce phénomène, comme tu disais, décrit dans la presse, et qui est statistiquement maintenant constaté à travers un marqueur imparable qui est le nombre de décès. Puisque il y a 10 ans, on était plutôt sur une base de 550 000 décès annuels, on est actuellement à 650 000, et on table sur 800 000 à horizon 2040. Donc, comme tu l'as expliqué, cette génération qui a été un pic démographique va s'éteindre progressivement sur ces 15 prochaines années. Et cette génération, elle a eu également pour caractéristique de connaître un essor économique, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Ça s'entend au sens macroéconomique du terme, c'est-à-dire que cette génération a bénéficié notamment d'une évolution favorable de la valeur de ses biens immobiliers. Et elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'un patrimoine estimé à 9 000 milliards. 9 000 milliards, sachant que 50% de ce patrimoine est a priori en immobilier, c'est ça? Ouais, même peut-être 60 en fait. 60. Et que ça représente 60% du patrimoine global des Français, qui est estimé à 15 000 milliards. Alors juste, parce que j'aime bien qu'on arrive à milliards, pour la plupart des gens, y compris moi, c'est complètement abstrait. Si on traduit ça en secondes, millions, milliards, c'est toujours intéressant. 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, je ne sais pas si tu as une idée du... 1 million de secondes, c'est 11 jours, je sais pas, c'est 1100 jours? Alors, c'est 30 ans. C'est 30 ans, d'accord, voilà. ok. Bon, donc, c'est pour dire, c'est vraiment considérable. Et donc, effectivement, si on considère que ce phénomène de transmission va se produire de manière plus ou moins linéaire, c'est environ 600 milliards par an qui vont être transmis, 1/4 dans le cadre de donation et 3/4 dans le cadre d'héritage. Là-dedans, il y a donc plus ou moins 60% d'immobilier, c'est la résidence principale des parents, c'est la résidence secondaire, c'est un bien vacant. Ouais, l'immobilier locatif, les parts de SCPI et compagnie. Exactement. Ouais. Exactement. Qu'on peut intégrer dans Monujo pour avoir une visibilité et faire en sorte quelque part, parce que c'est aussi un peu un placement produit de 2 secondes, mais dans Monujo, on essaie de pousser vraiment nos clients à mettre de la donnée pour que progressivement, ils aient une bonne visibilité, une bonne clarté, qu'ils puissent préparer. D'ailleurs, on a fait une fiche ensemble, Régis, sur comment préparer la vente de son bien immobilier. Oui, c'est indispensable, sinon on ne sait pas prendre les décisions, on ne sait pas ce qu'on a, combien ça vaut, ce qu'on peut en faire, et donc on ne va pas prendre la bonne décision, on va se confronter à un échec si on veut vendre. Donc effectivement, là-dedans, il y a beaucoup d'immobilier. Juste une petite parenthèse, c'est vrai que c'est important de dire cette problématique de grande transmission, elle est vraie pour les familles, elle est vraie aussi pour les fondations, par exemple, qui reçoivent des dons ou des legs et qui n'ont pas vocation à détenir ou gérer de l'immobilier. C'est vrai également pour cette même génération de chefs d'entreprise qui a pu acheter son immobilier d'exploitation et qui se retrouve avec le même calendrier, à devoir réfléchir à ce patrimoine. Autre point de repère important, c'est ce que ça représente comme recette fiscale pour l'État. Un petit peu d'argent. On repart sur nos milliards. Effectivement, on parle d'environ 20 milliards de recettes annuelles pour l'État. À titre de comparaison, l'IFI, c'est environ 2 milliards et la TVA, c'est 200 milliards. Ah, donc ça veut dire qu'en gros, 10% des revenus de l'État vont arriver gratuitement chaque année, concrètement. En tout cas, 20 milliards. Non, il y a encore l'impôt sur le revenu, sur les sociétés. Bon, il y a encore plein de... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, dans le budget, ils peuvent se dire il va y avoir 20 milliards qui vont tomber chaque année pendant... Et même plus, puisqu'on va arriver approximativement à 800 000 décès par an. Donc, et le point là-dedans, c'est que bon, on a jusqu'aux élections présidentielles 2027 et puis après l'élection d'un gouvernement où on peut considérer qu'on a une fenêtre de tir avec une certaine stabilité fiscale. Il y a quelques mois, c'était pas le cas, hein, ça changeait tous les jours, toutes les semaines, on savait pas où on allait. Là, on a 10, 12, 15 mois, enfin plutôt 12, 15, 18 mois, où on sait où on va aller.
Donc ça peut être le moment pour certains de commencer à réfléchir sur des bases saines. Il faut évidemment comprendre qu'un futur gouvernement qui voit des recettes de 20 milliards qui vont aller progressivement, il peut commencer à avoir envie de bricoler un peu le sujet, se dire finalement on va taxer davantage. Ouais, c'est important. On a fait un podcast avec un de mes confrères, Olivier Sénéchal, que je vous invite à voir, où en gros on avait fait le calcul, on peut transmettre 2 parents, 2 enfants, 2 millions d'euros de patrimoine net de fiscalité en préparant bien les choses, sans faire de choses exotiques. Ça montre à quel point, finalement, là, on a 18 à 24 mois pour acter les choses et, j'allais dire, presque même se dépêcher, finalement. En tout cas, on a un cahier des charges qui est stable pour l'instant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et peut-être qu'après, ça restera comme ça. C'est un sujet extrêmement sensible dans l'opinion des gens. Donc, il faudra pouvoir si l'État veut faire changer les choses, il faudra pouvoir le faire passer. Mais effectivement, on a cette fenêtre de tir aujourd'hui qui est là. Intéressant. Ouais. Et sur le montant des héritages, alors du coup, si on regarde un peu plus précisément, donc 50% des héritages, c'est sur des montants qui sont inférieurs à 70 000 euros. Oui. Et après, on a 10% des Français qui héritent de plus d'un demi-million d'euros, c'est ça? Exactement. Sachant que pour rappel, on est fiscalisé à partir de 100 000 euros de patrimoine transmis. Et effectivement, il y a une tranche de la population, 10%, qui va se retrouver avec un portefeuille de 500 000 euros ou plus. Et pour reparler un peu d'immobilier, c'est là où on va trouver, nous, les biens qu'on dit complexes, qu'on a évoqués déjà tout à l'heure, c'est-à-dire les terrains, les immeubles locatifs, de bureaux, d'activités, de commerce ou même de logement. On sent que finalement, ce que tu aimes, c'est les biens complexes. C'est, disons, quand il y a un problème, il y a un business et c'est là qu'on apparaît, effectivement. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tu le fais comme un tailleur sur mesure, avec ta discrétion que beaucoup d'entre nous connaissent, mais qui permettent vraiment d'apporter des solutions. En fait, finalement, toi, tu te places à chaque fois. Ton alignement d'intérêt, c'est ton client. C'est de faire en sorte que ton client, tu protèges ton client ou tu maximises la valeur de ton client concrètement. On est son directeur immobilier, c'est-à-dire que moi, c'est mon employeur. Je suis sa direction immobilière et on va faire au mieux de ses intérêts, effectivement. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les biens dits simples n'ont pas besoin de cabinets comme les nôtres. C'est-à-dire que si on considère la résidence principale des parents, que ce soit un appartement ou un pavillon qui n'est pas loué, avec les outils de base de données qui sont aujourd'hui disponibles à tout le monde, les outils de simulation de la valeur, éventuellement un avis estimatif d'un agent immobilier, on sait ce qu'on a, ce qu'on peut en faire et combien ça vaut de manière assez fiable. Ouais, donc concrètement, toi, finalement, ton job, c'est d'accompagner les clients sur des actifs qui sont complexes, qui sont difficiles, j'allais dire, à appréhender. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu, finalement, nous expliquer c'est quoi ta secret sauce, ta valeur ajoutée dans cet accompagnement? En fait, les biens complexes, quand on les voit arriver au bureau, ce qu'on constate, c'est que très souvent, ils sont mal documentés, mal gérés, pas facile à appréhender pour le client, et finalement, il le trouve pas facile, peu liquide. Voilà. Donc, dans le détail, quand je dis mal documenté, mal géré, c'est les gens, par exemple, arrivent, ils nous disent « j'ai un immeuble de 500 mètres carrés ». Première question, on les arrête, on dit « d'où vient cette surface ?» Est-ce que vous avez un relevé de géomètre avec la définition de la surface qui a été mesurée? La réponse est non, en général. La surface, elle a été transmise comme une vieille légende indienne de génération en génération, et on ne sait pas d'où elle vient. Donc, il faut retravailler les fondamentaux du dossier, les surfaces. Les surfaces, c'est la composante des 2-3 composantes essentielles qui constituent le prix. C'est-à-dire que sur un bien simple, c'est surface soit prix par mètre carré. Donc, si la surface n'est pas bonne, on est dans le mur. Ouais, et c'est important de le dire parce que finalement, c'est peut-être un peu technique, mais il y a différentes natures de surface. Il y en a plein. Toi, en tant qu'expert, tu as fait ça pendant des années et des années de savoir quelle est la surface, quel est le type de surface. On peut avoir des surfaces spécifiques sur le commerce. Il y a énormément de composantes qui font qu'il y a finalement, j'allais dire, il y a presque une définition par presque nature de bien. Oui, il y a la surface qui a été au permis, il y a des surfaces qui sont habitables, carrées,
utile, shop, etc. Effectivement, que le géomètre, quand il est passé, il a eu un cahier des charges et il a sous son tableau de surface, il a mis la définition de la ou des surfaces qu'il a mesurées. Sauf qu'en général, on ne trouve pas de relevé de surface fait par un géomètre. Donc, on n'a pas de surface fiable. Ouais, donc, quelque part, tu arrives, tu dis, OK, première chose, vous allez dépenser un peu d'argent pour faire un relevé de géomètre. Exactement. Après, deuxième item fréquent, est-ce que l'état locatif est à jour? Sous-entendu, est-ce que vous avez indexé régulièrement et correctement vos loyers? C'est pareil, c'est une certaine technicité, ça prend du temps, il faut savoir le faire. Mais là aussi, on touche à une composante essentielle du prix, surtout sur un produit locatif, c'est le loyer. Donc, est-ce que le loyer est à jour? Alors ça, là-dessus, est-ce que tu as déjà vu des dossiers où, en gros, le loyer n'avait pas été indexé? Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'en gros, je sais pas, si on prend un loyer, on va dire un immeuble de bureau, 20 000 € de loyer par mois, donc ça fait 240 000 € par an, et en fait, il n'a pas été indexé, t'augmentes, et je sais pas, la plus grosse hausse que tu as eue, c'était combien? Ça peut se cumuler sur de nombreuses années. Ouais. Les gens oublient, ne savent pas, ou confient la gestion à quelqu'un qui ne le fait pas. Et oui, c'est relativement fréquent. Ouais, donc du coup, je sais pas, tu arrives à des 10%, 15%, 20%. Le problème, c'est qu'on peut pas réactualiser depuis le début, donc on rattrape que ce qui est rattrapable. Mais oui, il y a un vrai manque à gagner qui donc pénalise le prix, en réalité. Puisque pour un investisseur, le prix se fait en divisant le loyer par le taux de rendement attendu. Donc, si le loyer n'est pas bon, sous-évalué par rapport à ce qu'il aurait pu être, le prix s'en ressent. Okay. Mais il y a aussi le cas où finalement les gens indexent, mais ils indexent trop, ils se trompent, ils sont pas au courant de certains textes. Et là, c'est un autre problème parce que le surloyer, si je puis dire, il n'est pas légal. Donc en réalité, le locataire peut le redemander. Donc l'acheteur, lui, va pas prendre le risque de faire ses calculs sur cette base de loyer effectivement encaissée. Et donc il va encore là aussi diminuer la valeur. Exactement. Ouais, donc il y a beaucoup de technicité. Il y a beaucoup de nid de poule sur la route en fait. Là, on sert à ça. Est-ce que tu as d'autres exemples finalement un peu ouais, tu avais parlé de ton exemple d'actifs qui n'étaient pas de terrain qui était non constructible avec la servitude de passage. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui te paraissent importants? Ça c'est oui. Là on était sur la partie documentation, technicité des actifs. Effectivement, après ce qu'on observe, c'est que les actifs sont pas toujours simples à appréhender. L'exemple du terrain est assez marquant. Imaginons quelqu'un a une maison avec un grand terrain autour. Bon, il y a 5000 mètres de terrain. Il se dit, moi, avec 1000 mètres de terrain, la maison fonctionne très bien, je vais vendre les 4000 mètres restants. Donc, il va aller voir le service urbanisme de la commune. On va lui dire à peu près ce qu'ils peuvent ou pas faire. Et surtout, on va lui donner le guide d'utilisation, là, en gros comme ça s'appelle le PLU ou PLUI. C'est le règlement d'urbanisme de la ville. Ils sont de plus en plus complexes à interpréter. Et selon ce qui va en ressortir, en général, on ne sait pas le faire soi-même. Moi-même, je sous-traite cette analyse. Et il peut y avoir plusieurs conclusions à l'analyse de ce document. Première hypothèse, le terrain n'est pas constructible. Donc, valeur du terrain de 0. C'est un terrain d'agrément. Ouais, voilà, c'est maison. Bon. Deuxième hypothèse, on peut y faire une maison. Première bonne nouvelle. Éventuellement, on peut faire 2 maisons. Donc la valeur du terrain, déjà, elle fait un bond. Troisième hypothèse, on peut y faire un bâtiment de 6 étages. Donc là, on comprend que la valeur du terrain, elle est passée de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Exactement, puisqu'en réalité, le terrain, là, il ne s'apprécie plus en appliquant un prix du mètre carré de terrain à la surface du terrain. Il s'apprécie en fonction du nombre de mètres carrés qui pourraient être construits. Par exemple, 500 € par mètre carré de construit du futur bâtiment. Donc, ramené à la surface du terrain, on peut se retrouver avec des ratios complètement hors sol. Et alors, peut-être une question, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de promoteurs qui vont chez les gens, qui leur disent « je vous achète votre terrain, temps, etc. » Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt, finalement, à dire « non, moi, je ne suis pas intéressé » et j'allais dire, à te contacter, à dire « ok, voilà ». Avant de donner une validation, finalement, d'étudier avec toi la faisabilité du projet.
Ouais, il faut toujours le faire, que ce soit avec un cabinet comme le nôtre ou un architecte. À partir du moment où vous commencez à être sollicité régulièrement par des prospecteurs fonciers, des promoteurs, ouais, des agents immobiliers qui vous posent toujours cette question, est-ce que vous ne vendriez pas le terrain? Bon, il y a une petite alarme qui s'allume. Et là, effectivement, si vous êtes enclin à étudier cette hypothèse, faites-vous représenter par aller voir la ville avec par exemple un architecte. Un architecte, ouais, ok, donc quelque part, ce que tu es en train de dire, le bon conseil, j'ai un prospecteur foncier, un agent immobilier qui vient me voir régulièrement parce que voilà, bah, finalement, c'est dire ok, oula, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ouais. Je contacte soit un cabinet comme le tien, soit j'appelle un archi et finalement je dépense un peu d'argent pour conforter mon idée de la valeur, etc. C'est ça. Savoir ce que ça peut valoir, en parler éventuellement avec la ville aussi. Et puis après, si la décision de vendre est prise, effectivement, possiblement se faire accompagner. Ça va être différent de vendre un terrain à bâtir, plutôt simple, et un immeuble. Là, il va y avoir quand même beaucoup plus de technicité, notamment dans la rédaction de la promesse et de l'acte de vente. Et donc, ça peut être pas mal de se faire représenter effectivement par un cabinet comme le nôtre. Ok, intéressant. Donc on voit que c'est pas vraiment dans l'inconscient des Français, l'immobilier c'est facile, mais c'est en fait il y a des pièges à tous les endroits. Donc toi t'es avec ton 4x4, t'es un peu dans la savane avec tes clients et tu les aides à traverser pour pas se faire manger par les lions, quoi, concrètement. Ouais. Moi je prends souvent l'image du guide de haute montagne. En fait, on les amène faire une belle promenade et on est encordé. Ouais. Et effectivement, ça veut dire que il faut qu'ils nous fassent confiance et on doit leur faire confiance aussi parce que s'ils commencent à dire tiens, c'est joli à gauche, je vais faire 3 pas en dehors des traces, on va tous tomber et on va pas passer une bonne journée, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Intéressant. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas il y a vraiment beaucoup d'éléments. Avant toute décision, ce qu'on évoque et ce qu'on rabâche depuis le début, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps. Ce que tu as dit, collecter, fiabiliser l'information. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir, vraiment? C'est quand on voit qu'on a un bien compliqué, il faut franchement là se faire assister si on décide de le vendre. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qu'on a vu il y a peu de temps qui a une surface commerciale de périphérie. On appelle ça une boîte commerciale usuellement. Ce qu'on appelle en anglais le retail park. Voilà, une des unités du retail park, c'est un centre auto, un feu vert, un Darty. Quand on a ça, quand on décide de le vendre, on va pas passer une annonce sur les sites d'annonces, sur le GE, le Bon Coin. C'est pas là qu'on va trouver l'acheteur. Et c'est pas là non plus où on va trouver des annonces qui nous permettront d'estimer la valeur de notre bien. Et donc, c'est en ça où les gens ont besoin d'être aidés aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils appellent des gens qui vont les accompagner, qui savent contacter les SCPI, qui vont être parmi les principaux acheteurs de ce genre d'actifs. Donc, il faut connaître concrètement les directeurs des investissements, avoir leur téléphone, leur mail, savoir leur faire une plaquette de présentation claire avec les infos de base, savoir leur parler. Donc, ça, quand on est un particulier, on n'est pas équipé, on ne connaît pas ce marché, on ne sait pas le pénétrer. Et le deuxième problème que ça engendre, c'est que il y a des phases de marché. Et en réalité, on ne sait pas, quand on est un particulier, forcément, dans quelle phase on est de ce marché. Concrètement, ces boutiques, on les exprime, plutôt que de parler de prix, on parle de rendement. Parce que c'est ce qu'attendent les investisseurs et les SCPI, c'est ces objectifs de rendement qui doivent servir aux porteurs de parts. On peut prendre l'exemple d'une boutique qui, à 5 ans, valait peut-être 6 de rendement, 6% de rendement. Aujourd'hui, elle en vaut 8. Le particulier, lui, n'est pas forcément au courant de cette évolution des taux, des prix. Ce que tu évoques depuis tout à l'heure, c'est que finalement, dans ton job, il y a une grande partie de captation d'informations sur le marché, que ce soit d'un point de vue... Finalement, tout à l'heure, tu disais la location des biens en G, finalement les évolutions réglementaires, etc. et la connaissance du marché, ça tu le monitores, j'allais dire presque quotidiennement finalement. Bah oui, parce qu'en fait, la gestion de l'actif immobilier, on pourrait penser que l'immobilier, c'est
immobilier, ça bouge pas. En réalité, c'est quasiment quotidien. En tout cas, il faut une gestion hebdomadaire. Il peut se passer n'importe quoi. Et oui, les évolutions de marché, il y a 3-4 ans, quand le marché a commencé à évoluer à la baisse, les évolutions de marché, on les ressentait toutes les 3 semaines à peu près. On voyait que ça glissait comme ça. Il y avait des caps comme ça. Donc oui, c'est à suivre. Effectivement. Ouais. Intéressant. Et alors, du coup, si finalement, une fois qu'on a bien préparé, fait l'estimation, toutes les actions correctives qu'on a pu faire, etc., est-ce qu'on a des chances de pouvoir vendre son bien? Ah oui, on est même là en capacité. On est surtout en capacité de prendre une décision éclairée. C'est-à-dire, on sait si on veut le transmettre, ce qu'on transmet. On sait s'il y a des difficultés, si c'est simple, si ça tourne, s'il va y avoir des sujets de travaux ou autres. Et donc comme ça, on prend la décision qui correspond aux volontés, aux besoins de la famille. Ça, c'est le plus important plutôt que d'avoir un choix contraint. Effectivement, statistiquement, on constate que 2 fois sur 3, les gens vendent l'actif immobilier. Pour 4 raisons principales qu'on observe, nous, c'est premièrement, c'est la mésentente familiale. C'est-à-dire que parfois, les parents savent qu'il y a, mettons, 2 enfants, pas forcément des sujets de fâcherie, mais il peut y avoir des vies différentes. On peut avoir, par exemple, un des 2 enfants qui habite à l'étranger, qui a fait sa vie ailleurs, lui dire il faut gérer l'immeuble, faire venir je sais pas quoi, l'administrateur de biens, faire des visites pour trouver un locataire. S'il est 6000 km, ça va pas marcher. Donc les 2 enfants ne pourront pas garder en indivision l'actif qui va leur être transmis parce que ils n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Ça peut être, on le voit souvent, parce que les gens ont conscience de l'implication que nécessite un bien immobilier. Et même si on est un administrateur de biens, il faut quand même suivre les choses. Et on voit d'ailleurs souvent les personnes âgées qui ont détenu pendant plusieurs décennies un bien et qui finalement après, justement, vendent pour aller sur la SCPI pour se débarrasser de la gestion directe. Oui, nous, on a beaucoup de clients qui font en sorte de même préparer en amont la vente. Oui. Pour donner des parts de SCPI en donation-partage, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants aient la nue propriété et des parts attribuées. Et après, le jour où ils décèdent, chaque enfant fait ce qu'il veut avec les parts. Donc, c'est important parce que quand on récupère de l'immobilier en direct, bon courage. C'est du boulot, c'est pas sécable. Et donc, effectivement, il y a beaucoup qui font ce mouvement-là vers la SCPI. L'autre motif de vente, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les travaux. Ça, c'est le truc classique. Souvent, on arrive avec des immeubles ou des biens qui sont vraiment fatigués et les gens sont dans l'impasse. Ils peuvent pas faire les travaux. Ils n'ont pas la ressource financière ni la compétence. Et puis, la 4e raison principale, c'est qu'il faut faire face aux droits de succession dont on a parlé plus tôt. Puisque l'État, quand on est dans le cadre d'un héritage, vous laisse 6 mois, éventuellement sur dérogation, peut-être avoir un étalement sur 12 mois, mais pour le paiement. Pour le paiement, exactement. Or, 6 mois, ça va vite. Oui, parce que c'est pas comme une action où si on vend au prix spot, encore une fois, on va exécuter l'ordre entre la minute et la demi-journée, selon la plateforme par laquelle on passe. Un bien immobilier, ça va vite prendre 6-12 mois selon l'actif et la phase de marché. Et il y a des étapes dont on a déjà parlé. Il faut collecter la documentation, il faut faire les diagnostics. Après, il faut aller sur le marché, faire des visites, recevoir des offres, les étudier, les négocier. L'acheteur, il va falloir qu'il fasse son audit pour acheter de manière éclairée. Après, on va falloir qu'on se mette d'accord sur la signature d'une promesse de vente, qui est l'objet de nombreuses discussions, négociations, parfois tensions. Ça, c'est important ce que tu es en train de dire, parce que en France, généralement, on peut faire une opération avec un notaire qui est côté acheteur et côté vendeur. Voilà, j'allais dire 100% de tes clients, ils ont un notaire côté acheteur, un notaire côté vendeur, et chacun défend les intérêts de ses clients. Exactement, c'est marrant, j'ai eu le cas hier et effectivement on a décidé, c'était un actif qui n'était pas très très gros et la question se posait effectivement pour les notaires dont les émoluments sont qu'à présent pas énormes. Mais oui, il faut que chacun soit représenté parce que le notaire, il défend les intérêts de son client.
Il fait pas que passer l'acte, et donc il faut qu'il soit représentant de la partie qui le saisit. Et donc, du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu relis aussi les promesses de vente et les actes d'achat de tes clients pour t'assurer que que finalement, de concert avec le notaire, vous soyez alignés sur la sécurisation du deal au maximum pour ton client. Oui, parce que chacun avec notre champ de compétences, moi je suis pas juriste, mais on a étudié la documentation et on a compris des choses, corrigé des choses, aménagé. Et donc on a des points de négociation chacun qui vont dans le sens de l'intérêt du client, effectivement. Donc on fait équipe. C'est un état d'esprit très anglo-saxon, de finalement d'être vraiment côté de ton client et facturer. Finalement, tu factures, mais tu factures dans son intérêt pour sécuriser au mieux. Un peu comme un avocat. Les gens ont l'habitude avec l'avocat qui va défendre les intérêts de celui qui le paye. Bon, là, idéalement, on fait comme ça et sans que ce soit une critique vis-à-vis des notaires qui sont toujours évidemment irréprochables. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir chacun son notaire et comme ça, chaque notaire est libre de jouer son rôle également. Vis-à-vis de son client, il n'y a pas d'ambiguïté. Exactement, exactement. Bon, intéressant. En tout cas, on voit qu'il y a eu plein de. Et oui, après il y a la réalisation de l'acte, c'est ça. Et puis. Il y a surtout qu'il faut purger les conditions suspensives, les fameuses. Alors, c'est le droit de préemption de la ville. Ça, c'est déjà 2 mois de gagné. Les gens souvent font appel à un financement, donc on laisse plus ou moins 3 mois. Et puis, si on reparle de l'exemple du terrain et qu'il y a une condition suspensive d'obtention du permis, on est reparti pour plus ou moins 6 mois, si tant est qu'il n'y ait pas de recours. Parce que sinon, ça peut être des mois, des années. Et donc, tout ça pour dire que les 6-12 mois que te laisse l'administration fiscale pour payer, c'est pas énorme. Ils peuvent être vraiment compliqués à gérer. Ouais, exactement. Ouais, donc quelque part, alors c'est pas très agréable de le dire, mais finalement, s'il y a des baby boomers qui nous regardent, etc., c'est étudier le plus possible, préparer en amont le plus possible toute la documentation, et c'est pour ça aussi qu'on vous pousse à le mettre sur Monujo, mais préparer en amont toute cette documentation, l'acte authentique, règlement de copro, etc., pour que le jour où vos héritiers finalement récupéreront l'argent, qu'ils puissent le vendre dans des bonnes conditions en ayant finalement déjà un peu tout ce travail autour de la documentation qui a été effectuée quelque part. Ouais, c'est même en guise de conclusion, c'est même préparer les choses avec vos conseils habituels. On a parlé tout à l'heure aussi, c'est l'avocat, le comptable, le family office, peu importe, qui vous voyez régulièrement, et anticiper les choses sur le plan patrimonial et fiscal. Tu faisais référence à Olivier Sénéchal. Bon voilà, typiquement le genre d'intervenant qu'il faut aller consulter et qui va vous permettre d'y voir clair, de savoir ce que vous pourrez faire. S'il y a une vente immobilière dans la problématique, anticiper également 2 choses, c'est la plus-value éventuelle, parce qu'on voit des gens qui se rendent compte qu'il y a une plus-value la veille de la vente. Autant dire que ça se passe plus très bien, mais c'est vécu. Pensez également au réemploi du produit de la vente, savoir ce que vous allez en faire, sur quel support vous allez le transmettre éventuellement. Et puis, sachez, là aussi, si vous vendez que vous faites appel à un conseil pour vous accompagner dans cette aventure, vous serez quand même sollicité. Il va falloir que vous ayez l'énergie pour coordonner les différents membres de la famille, que tout le monde parle d'une seule et même voix. Il va falloir que vous soyez là pour regrouper la documentation, qui est parfois à droite, à gauche, enfouie au fond d'un placard. Il va falloir que vous soyez là pour signer des devis, lancer des missions d'audit, de diagnostic, pour prendre des décisions. Ouais, donc on transpire un peu quand même. Même si vous êtes bien représenté, il va falloir que vous soyez impliqué, disponible. Ça va être un investissement, notamment en temps. Et là aussi, l'idée, ce sera que plus vous transmettez, plus vous serez impliqué, mieux ça se passera avec votre conseil et mieux l'équipe fonctionnera. Ouais, quelque part, ce que tu dis, il y a cette relation de confiance que tu construis au fur et à mesure, bien évidemment, des échanges, de la compréhension à la fois de toi en tant que conseil et puis du client. Mais il y a aussi cette implication au quotidien qui est super importante, en fait, finalement. Ouais, d'une manière générale, c'est peut-être le dernier point, c'est qu'effectivement, quand vous avez un patrimoine immobilier, renseignez-le, auditez-le de temps à autre, sachez ce que vous avez, ce que vous pouvez en faire, combien ça vaut,
améliorer cette documentation, créer des règlements ou des failles que vous pouvez constater. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, faites-vous aider. Il y a des gens qui font de l'accompagnement comme nous, de l'accompagnement au long cours pour les propriétaires notamment privés. Mais ce sera peut-être le mot de la fin. Mais ce qu'on constate, c'est que l'immobilier ne fonctionne à long terme jamais bien sans gestion. Sans attention. Donc, quelque part, il y a de l'implication. L'immobilier, comme tu le disais, finalement, c'est pas d'être immobile, c'est d'être mobile, d'être presque comme un sportif qui fait ses pompes chaque jour, quoi. Il faut le faire parce que sinon ça finit mal. Quand on l'a vu sur le plan réglementaire, on est dans les choux. Sur le plan technique, on est dans l'impasse. On perd de l'argent parce qu'on n'a pas indexé. Enfin, bon, ça finit mal en général. Bon, c'est intéressant et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Régis. Merci de ta venue. Dont on est ravis de ta présence. Merci à toutes et tous. Vous voyez bien que ce sujet de la grande transmission, il est très important. Finalement, il y a, j'allais dire, un ouragan qui arrive devant nous. Et cet ouragan, il faut plutôt le préparer en renforçant sa documentation, en renforçant toute l'information que vous avez sur votre patrimoine immobilier. C'est important que vous soyez accompagné par des conseils comme Régis. Régis est vraiment un expert de cet accompagnement-là, un orfèvre, on pourrait même dire. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie commentaire de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment compléter votre immobilier dans Monujo. C'est tout l'objectif, faire en sorte que vous puissiez progressivement y voir clair. On va encore ajouter des fonctionnalités dedans. Et puis, on vous dit bien évidemment à très bientôt. Merci encore.